Salut la famille et bienvenue à ce podcast. J'ai la chance de recevoir pour vous un jeune exceptionnel, un jeune qui n'est plus à présenter en République démocratique du Congo. Il est PDG du groupe Magem Congo. Il est président de la Fondation du Fleuve. Il a été conseiller de l'ancien Premier ministre Sama Lukonde et il est l'un de proches de l'artiste Fally Ipupa. Mesdames et messieurs, voici donc pour vous Soulé Kaouka, à qui j'ai dit bonjour Soulé. Bonjour Joël, l'amic. Comment tu vas? Ça va? Est-ce que tu me permets déjà de te tutoyer? Bien sûr, bien sûr. Allez, Soulé Kaouka, tu es un homme aux multiples casquettes. Qu'est-ce que l'on peut retenir de toi en un mot, en une phrase, je dirais? Soulé Kaouka, congolais, quinois, on peut dire. Et puis voilà, quinois qui a étudié à Kinshasa, qui a grandi à Kinshasa, qui a grandi à Lemba, qui a fait son école primaire à Lemba, qui a fini ses études et puis qui s'est lancé dans le monde professionnel. Et voilà, qui a gravi des échelons et puis pour aujourd'hui arriver où on est et puis continuer puisque nous avons encore des ambitions et des projets et puis voilà, c'est ce que je suis et la présentation vous l'avez faite. Mais tu n'as pas évoqué ton statut civil. Soulé Kaouka, il est marié ou il est célibataire? Quel est ton statut actuel? Mais pourquoi ça te fait rire? Bon, parce que c'est la première fois que quelqu'un se... Bon, c'est vrai que je suis séparé depuis plus ou moins une année. Ok. Et donc je dirais pour l'instant célibataire depuis une année. Ah ouais, membre de l'ANC. Ouais. Ouais. Mais Soulé Kaouka, quel est... Voilà, j'ai des enfants bien sûr. Et puis, Combien d'enfants? j'ai j'ai des enfants, j'en ai trois. Trois. Ouais. Ah, ok, d'accord. Donc, Soulé Kaouka, quel est ton parcours académique? Tu as étudié où? Tu as fait tes universités où et quelle faculté, quelle option, quelle filière, je veux dire? Mes études secondaires au collège Oui. Saint-Joseph, ici. Et à un moment, je suis allé en Afrique du Sud juste après mon bac. Je n'ai pas évolué là-bas parce que j'ai juste fait 4 ou 5 mois, je suis revenu. Mhm. Et puis Tu es allé au Maroc. au Maroc, c'est là. En quelle année? En 2006. Et je suis revenu à Kinshasa en 2010. Mais au Maroc, tu faisais quelle filière? Les sciences économiques. Sciences économiques. Et dans la faculté, bien sûr, des sciences économiques et sociales et tout. Et donc, en 2010, tu reviens au Congo. Au Congo. Oui, comment ça se passe quand tu reviens? Tu te sens comment? Tu entreprends dans quoi? Déjà pour les vacances, je suis revenu 2, 3 fois pour des vacances. Ok. Bon, Kinshasa, c'est ma ville, donc c'était rien de nouveau pour moi. Et je reviens en 2010, j'entame un stage à la Bra Congo Mhm. de 3 ou 4 mois. J'ai fait 4 mois, je crois. Et puis, je suis allé à la Société Générale Industrielle, au tout début comme dans le département de la logistique. Et après, j'étais responsable, une année après, donc 2011, j'étais responsable logistique là-bas. Ouais. Et c'était une des branches de la CGT, l'Agence de grands travaux. De grands travaux, ouais. Oui, jusqu'en 2014. Mhm. Et 2014, entre-temps, on a commencé à travailler pour le projet de la Cité du Fleuve. Mhm. Et tu es devenu assistant du directeur général, c'est ça? J'étais responsable commercial à un moment. Mhm. Et puis après, c'était pendant 2 ans, je crois. Et puis après, j'ai lancé ma propre structure. C'est en quelle année que tu lances 2016. ton groupe? En 2016 déjà. 2016, je me lance. J'étais dans le courtage immobilier, le courtage dans l'énergie et puis Mhm. producteur minier. Et un courtage en affaires, hein. Ok. Je veux dire porteur d'affaires et tout ça. Et jusqu'en 2018 où je diversifie un peu les activités pour après rentrer dans la construction, rentrer dans tout ce qui est téléphonie, data, et puis tout ce qui est center aussi, ça veut dire traitement des données Mhm. et autres. Voilà. Et puis aujourd'hui, bon, on a une autre branche également qui vient d'ouvrir dans tout ce qui est transport. Ok. Et puis aussi service, c'est-à-dire j'ouvre un bureau bientôt dans le Katanga Mhm.
Et on a À Kolwezi, Lubumbashi, précisément. Ok. et on a un bureau aussi dans dans le Congo central, Ok. à Matadi, où on a pas mal de marchés en infrastructure publique. Mais ton groupe emploie exactement combien de personnes? Est-ce que tu as le chiffre? Oui. Ben, bon, après, ça dépend des projets qu'on a en cours. C'est-à-dire, pour l'instant, par exemple, à Matadi, on a un projet. À Boma, nous sommes sur un projet. Et c'est comme ça que nous entamons les recrutements. Après, j'ai des chefs de projet, ceux qui gèrent là-bas, qui savent comment ils le font. En termes d'ouvriers, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'à Matad, il y avait une soixantaine d'ouvriers qui étaient sur le projet qu'on a fini. Et à Boma, je crois que ce sera peut-être la même chose, puisque là-bas, c'est un centre hospitalier qu'on est en train de construire. Mais combien de salariés exactement tu as dans le groupe de manière générale? Si aujourd'hui on peut estimer, le groupe Magem engage combien de personnes? En termes de salariés, il n'y en a pas beaucoup, Ok, parce que pour les ouvriers et tout ça, on utilise une sous-traitance. ok. Puisque, par exemple, on arrive à des endroits où on doit travailler, on préfère utiliser la main-d'œuvre locale, Mhm. de la communauté qu'on trouve là. Surtout quand c'est en province. C'est à Kinshasa qu'on a des salariés, Ok. une dizaine. Mais, une dizaine ou 8, je sais plus. Mais en province, quand on va, on prend la main-d'œuvre qu'on trouve là, sur Mais place. une question de curiosité, hein, en tant qu'entrepreneur, je crois que tu dois avoir le courage de le dire. Quel est ton chiffre d'affaires? Euh, Pourquoi ça te vous, fait voulez, rire? vous voulez que le fisc tombe sur moi après? Mais pourquoi vous, les entrepreneurs congolais, vous n'aimez pas parler de vos chiffres d'affaires? Moi, j'ai des états financiers en ordre, hein. Mhm. Moi, je paye mes impôts, c'est vérifiable. J'ai mon quitus fiscal qui... Moi, je n'ai pas dit le contraire, hein. Oui, non, je parle de moi parce que tu as dit en général, c'est vrai que au début aussi, je ne, ça m'arrivait de pas déclarer, ça m'arrivait. Bon, c'est vrai qu'on ne le conseille pas à tout le monde, mais ça arrive à tout le monde. Moi, à mes tout débuts, j'ai passé 2 3 ans où, voilà, c'était un peu, je déclarais toujours, quoi, je n'ai fait aucun chiffre. Ça arrive à tout le monde. Mais moi, j'ai des états financiers en ordre, en tout cas. Ok. Les fiscalistes sauront de quoi je parle. J'ai mon quitus fiscal qui est à jour. Et puis, c'est bon. Je suis affilié à l'ONEM. Je paye mes impôts à l'INSS, CNSS. Sous les Kaouka, quelles sont les valeurs qui guident ou quels sont les principes qui guident votre entreprise? Personnellement, c'est l'innovation Mhm. et surtout la qualité. Ok. Aujourd'hui, on a un gros problème ici chez nous. C'est-à-dire, les entrepreneurs aujourd'hui, et beaucoup plus les hommes d'affaires, hein, on peut dire. Parce que bon, entrepreneurs, souvent les gens, quand on dit entrepreneur, les gens pensent que c'est seulement les jeunes et tout. Non. Et les hommes d'affaires et tous ceux qui sont aujourd'hui dans le secteur privé, euh, il y a quand même un problème, on peut le dire, de qualité, de service qu'on donne. Est-ce que cela est dû à la qualité de nos ressources humaines aussi? Ça dépend. Ça dépend. En tout cas, ça va du rendement de ce qu'on fait, de ce qu'on présente, ce qu'on donne. Je l'ai toujours dit à d'autres amis, d'autres frères qui font la même chose, que nous nous plaignons souvent de quelque chose. Souvent, vous voyez que ce qui vient de l'extérieur est beaucoup plus cher, a beaucoup plus de la valeur que ce que nous faisons ici, ce que nous produisons ici en local, comme travail, comme produit en local. Pourquoi? Parce que l'image que tout ce qui est produit à l'étranger a donné aujourd'hui chez nous, c'est que c'est quelque chose de qualité par rapport au service, que ça a été bien contrôlé. C'est ce que nous devons aussi donner ici chez nous aujourd'hui. Rien que quand je vois moi je ne produis pas, je ne suis pas encore dans l'industrie de production d'un produit ou de transformation. Je ne suis pas encore dans la chaîne des valeurs, comme on dit. Pour ceux qui y sont, ceux qui travaillent dans tout ce qui produisent, comme les jeunes que je vois qui produisent du vin, des produits locaux, et tout ça, je leur ai toujours dit, la présentation compte, la qualité compte. Parce qu'aujourd'hui, quand vous exposez vos produits, même dans les supermarchés, du moment où on sait sentir une différence avec ce qui est importé, automatiquement vous perdez, vous êtes perdant. Voilà, parce qu'il y a ces gens qui, pour eux, c'est d'abord la qualité qui prime. Donc, pour moi, c'est ça. Quels sont les défis majeurs que tu as rencontrés jusque-là en tant qu'entrepreneur congolais? Les défis. Oui. Bah, ici, d'abord, au Congo, c'est la concurrence.
qui est quand même très forte. Et la façon dont les marchés sont aussi octroyés. Ok, ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de ceux qui ont du mal à trouver des marchés, parce qu'ils ne savent déjà pas où les trouver. Mais non, on parle de toi. Je profite. Oui, oui, mais effectivement. Tu as eu du mal à trouver le marché. Au début, oui. Ok. À mes tout débuts, les années 2018, 2019, 2017, 2018, 2019, pour moi, c'était des années blanches. Ça veut dire que on essayait de se chercher encore et essayer de trouver ses repères, si on peut le dire. Mais jusqu'aujourd'hui, vous trouvez des gens qui ont du mal aussi à trouver des marchés. Ça arrive à tout le monde, même nous tous, là, nous perdons des marchés, nous cherchons des marchés, nous en trouvons, que ce soit dans le public comme dans le privé. Et là, je vais profiter quand même pour... vous savez, quand c'est bien, il faut applaudir, il faut le dire. L'ARSP fait un beau boulot aujourd'hui. Je ne le dis pas parce que j'ai eu un marché pour l'instant, non, j'ai soumissionné, oui. Mais je le dis parce que je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes Congolais qui commencent quand même à avoir des marchés dans des entreprises privées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être et dans le public et dans le privé. Et l'ARSP aujourd'hui, que les gens ne connaissent, il faut dire la vérité, avant, moi personnellement, je connaissais l'ARSP. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, le travail qui est fait maintenant là, avec la direction de l'ARSP d'aujourd'hui, qui est sous l'autorité de M. Miguel Cachal, est un travail à encourager et à féliciter. Mettons les sentiments de côté, mettons, je ne sais pas comment on va appeler ça, fanatisme ou je ne sais pas quoi, ou les tendances politiques, mais personnellement pour moi, je vois des jeunes aujourd'hui, j'étais dans le Katanga, j'étais à Kolwezi, j'étais dans le Bas-Congo, des jeunes qui commencent à avoir des marchés qu'on ne pouvait pas avoir avant. Merci Souley, mais revenons un peu sur ton parcours en tant qu'entrepreneur. Tu n'as évoqué qu'un seul défi. Est-ce que, à part ce défi des difficultés d'accéder au marché public, est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés? Il y en a ceux qui parlent de la surtaxation en République démocratique du Congo. Bon, là maintenant vous allez entrer dans le climat des affaires. Ouais, le climat des affaires aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut dire quand même la vérité. Il s'améliore, mais il n'y a pas de tortue. On a un problème déjà du guichet unique. Aujourd'hui, les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, qui veulent se régulariser, devenir en règle, avoir des papiers en bonne et due forme, mettent combien de temps pour créer une entreprise? À une époque, c'était bien, je crois que c'était 5 jours, 6 jours. Moi, à l'époque où j'ai créé mon entreprise, j'ai récupéré mon RCCM après 6-7 jours, je crois. Mais aujourd'hui, on a un problème, le guichet unique. Tard, il est là, il fonctionne, mais pas comme il le devait. C'est beaucoup d'attente, de jours d'attente. Et ça ne favorise pas l'amélioration du climat des affaires ici aujourd'hui. Il y a déjà ça. Ensuite, la rationalisation de la fiscalité aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous allez chez même les petits commerçants, la plainte est toujours la même. Ça veut dire les tracasseries. Ils ne savent pas trop à quel service ils doivent exactement payer X taxes, X impôts. Il y a tout ça. Je crois qu'il faut une très bonne réforme du secteur des taxes des provinces surtout. Et puis voilà, je ne remets pas en cause le travail de la DGI, non, parce que je ne suis pas personnellement ce qui s'y passe, mais je parle beaucoup plus des entrepreneurs, des producteurs, des petits commerçants et tout ça. Mais sous les Kauka, est-ce que tu as aussi eu la chance d'accéder au financement de l'État congolais en tant que jeune entrepreneur? Je n'en ai pas aussi demandé à un moment, non. À l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas encore... le fonds pour... oui, oui. Oui, oui. Ça n'existait. Je ne sais pas si ça existait,
Mais non, moi j'ai reçu par contre de l'aide de certaines personnes qui m'ont aidé pas seulement financièrement, mais il y a des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont montré certaines choses, qui m'ont appris aussi certaines choses. Ils sont nombreux aujourd'hui. Eric Monga, je peux citer, qui est aujourd'hui le président du groupe Kipaï, qui est aussi dans Trade Service et autres. C'est des exemples un peu pour moi. Moi, je tire des exemples sur beaucoup de Congolais. Hein. Papa Ledia. Mais une question, hein, parlant de Papa Ledia, quel est ton modèle en entrepreneuriat congolais? Je parlais d'Eric Monga, mais je parlais des modèles aujourd'hui congolais. Je l'ai cité. Quand tu as décidé d'entreprendre au Congo? Oui. Oui, c'est ça. C'était le groupe. Je voyais le groupe Ledia, je voyais les activités du groupe. Je voyais Eric Monga qui était qui est dans l'énergie. Et puis qui était dans beaucoup d'autres activités. Il y avait beaucoup de gens. Et puis, papa Kinduelo, qui était dans la banque, je crois, oui, le secteur de la banque. Et puis voilà. Et puis peut-être, en dehors de ça, Aliko Dangote, c'est des modèles pour nous. Tony Elumelu, c'est toujours des modèles. Vous avez en Afrique du Sud Motsepe. Et voilà, c'est des gens qui nous ont beaucoup inspirés, si on peut dire. Mais ils sont nombreux en tout cas. Sous les Kauka, plusieurs jeunes qui essaient d'entreprendre au Congo, ils disent que c'est tellement difficile. Et toi, de par ton expérience, tu n'as pas évoqué toutes les difficultés. Je voudrais savoir, il t'est arrivé aussi de vouloir abandonner à un moment où tu t'es dit non, je lâche? Moi, au tout début, j'ai commencé, je sais que je voulais me mettre dans l'imprimerie. Au tout début, je me rappelle à l'époque, je faisais des propositions dans divers hôtels et tout ça. Après, j'ai changé. J'ai switché dans tout ce qui est courtage et lobbying en affaires. Et puis après, j'ai même changé le nom de ma compagnie. Oui, en 2018 ou 2017. Et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai rencontré aussi des difficultés, comme vous le dites. Et pour revenir à votre question, que beaucoup rencontrent des difficultés, oui, mais puisque je les côtoie, les jeunes entrepreneurs, j'en connais une cinquantaine ici au Congo. J'ai fait Goma, j'ai visité la maison de l'entrepreneuriat à Goma, au Katanga, dans le bas Congo, disons Congo central. Je sais, on parle, on discute entre nous, on se dit ce qu'il faut se dire et on essaie de se soutenir comme on peut. Moi, en tout cas, personnellement, pour mes frères, que ce soit frères, amis, comme vous voulez, j'ai toujours été là quand ils ont eu besoin de moi pour ce que je peux faire à mon niveau. Oui, en tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On est toujours ensemble. Il y a d'autres qui ont représenté la République démocratique du Congo à Paris il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, oui. Oui. Que j'ai dû aider d'une manière ou d'une autre, peut-être pas financièrement, mais pour certaines démarches administratives et puis pour certaines interventions par rapport à l'aboutissement de ce voyage. De ce voyage. Exactement. Et ils sont tous rentrés, ils sont là, et c'était magnifique, j'ai vu le rendement, c'est pas mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité, les conférences, les forums et tout. Les forums, ouais. Ça paye pas ou ça paye aussi? Dans l'immédiat comme ça, ou bien en rendement, en termes de production, en termes de marché, en termes de tout ce qui est visible, un peu dur, pour les entrepreneurs aujourd'hui, ne représente pas grand-chose. Ah ouais, donc les conférences, tous les forums que l'on voit, oui, ça dépend. Concret, ça ne représente pas grand-chose. Souvent, à ceux qui me le disent, j'ai toujours dit, ça dépend d'un chacun. Il y a quelqu'un d'autre qui ira dans une conférence parce qu'il a un objectif. Peut-être il veut apprendre quelque chose par rapport au programme qu'il a vu. Et quelqu'un d'autre qui ira dans un forum. Moi, les forums et les conférences, j'en ai fait partout dans le monde. Je suis allé à Miami. La première conférence à laquelle j'ai assisté en 2017, c'était d'abord à Sharm el-Sheikh, en Égypte, et ensuite à Miami. Et le reste, j'ai parcouru
plusieurs pays où j'ai assisté à des conférences, des forums. Je ne dirais pas que ça m'a rien apporté parce que j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai pris des contacts qui m'ont peut-être, sur 100 contacts aujourd'hui, vous aurez peut-être 2, 3 qui vont vous apporter quelque chose de plus dans ce que vous voulez faire. C'est toujours bien. Ça veut dire, pour moi, les forums et les conférences dépendent d'un chacun. Voilà. Okay. Il y a quelqu'un d'autre qui vient faire son commerce au Congo. J'ai souvent entendu les gens dire, les Libanais ne vont jamais dans les conférences et forums, les Indiens ne vont jamais. Oui, mais un commerçant n'aura pas besoin d'une conférence. Mais un opérateur économique qui est dans l'industrie, peut-être ira pour rencontrer, parler peut-être de tout ce qu'il rencontre comme difficulté par rapport aux banques et tout. Il y a d'autres qui n'en auront pas besoin. Donc ça dépend d'un chacun. Mais de toi, de par ton expérience, quelle est la meilleure anecdote que tu gardes de par les multiples conférences à laquelle tu as pris part? Quelle est vraiment l'anecdote, les souvenirs importants? J'ai rencontré des grandes personnalités politiques. Moi, je suis dans l'environnement aussi avec ma fondation. J'ai eu un entretien avec Ségolène Royal, qui est quelqu'un de très impliqué dans tous les problèmes de changement climatique aujourd'hui. Je l'ai rencontrée à Paris, elle a accepté de me recevoir, on a discuté. J'ai rencontré le président de la Banque mondiale en Égypte. J'ai rencontré Ségolène Royal à Paris, à la conférence de Paris où j'étais invité une fois comme panéliste. J'ai rencontré plusieurs autres personnes, plusieurs autres grandes personnalités. C'est toujours quelque chose de bien. Mais revenons maintenant sur toujours ton parcours en tant qu'entrepreneur. Quelle est l'anecdote que tu peux relater aux jeunes entrepreneurs au moment où tu as voulu lâcher? C'était quoi exactement? Quand il t'a fallu vouloir lâcher prise, c'était dû à quoi exactement? Moi, au début, je voulais me lancer dans plusieurs choses en même temps, qui était une erreur. C'est quelque chose que je ne conseille pas aux autres. J'ai déjà vu certaines personnes, certains jeunes qui en même temps ont beaucoup de projets en même temps. Et ils sont un peu éparpillés. Un peu éparpillés, c'est une très grosse erreur. Moi, je l'ai fait au début et j'en ai payé les frais en tout cas. Alors, c'était ça. Moi, c'est ça. L'erreur, c'était de m'être lancé dans plusieurs activités en même temps. C'est après, 2 ans après, quand je me suis focalisé sur le secteur de la construction et la réhabilitation, que j'ai commencé à évoluer petit à petit jusqu'à aujourd'hui. C'est après ça qu'aujourd'hui, je pense à diversifier mes activités et tout. L'argent, toi, qu'est-ce que tu en fais? L'argent te sert à quoi? Et ça représente quoi pour toi? Moi, j'ai une façon de voir les choses qui est peut-être propre à moi, je ne sais pas. Pour moi, l'argent, c'est pour réinvestir. Ça veut dire, aujourd'hui, l'argent que vous gagnez, que tu gagnes, j'ai des collaborateurs aussi. Souvent, on se met tous ensemble autour d'une table, on se dit, bon, on va prendre ce petit bénéfice qu'on va mettre dans tel projet. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. L'ouverture de mon bureau au Katanga, c'est de l'argent qu'on a gagné sur un marché à Kinshasa qu'on va reverser là-bas. On n'y touchera rien. Je ne suis pas dans les délires. Aujourd'hui, j'ai remarqué une mode au Congo. Quelqu'un qui gagne de l'argent pense directement à acheter un terrain, une maison. C'est bien. Moi, les maisons, je ne sais pas, l'impression peut-être ça fait donner, je n'ai qu'une maison, moi, une seule. Bon, après, je ne sais pas, chacun a sa façon de voir les choses. Et moi, ce que je conseillerais à nos jeunes d'aujourd'hui, c'est bien beau de vouloir avoir un terrain. J'ai remarqué que c'est une mentalité. C'est bien, hein, tu vois. Mais parce que c'est une sorte de garantie. Aux Obanga, demain, tu n'es pas sûr que tu vas encore gagner le marché. Tu t'es dit pour sécuriser mon lendemain. Je peux mettre aussi de l'argent en banque et qui me fait des bénéfices. Et puis aujourd'hui, le secteur de l'immobilier est devenu assez complexe. Une garantie par rapport à quoi? Si je gagne beaucoup d'argent, oui. Mais je ne gagne pas 30 000 et je mets 30 000 sur un terrain. En plus, où? À Maluku. Oui, mais à Maluku, déjà, les gens achètent très mal. Puisque jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris la politique urbanistique de notre pays. Bon, ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez, on en parlera. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, je ne me vois pas gagner un peu d'argent
et le mettre sur un terrain pour l'instant. Et donc toi, l'argent que tu gagnes, tu réinvestis. Jusqu'au jour où je pourrais en avoir des millions et je pourrais me permettre d'acheter et d'investir dans ce qui est mes actifs personnels. À quel moment tu penses en tant qu'entrepreneur, on peut décider de commencer à se faire plaisir? Au moment où on gagne beaucoup plus, hein. Vous savez, moi j'ai rencontré des jeunes dans le Katanga qui brassent des millions le mois. J'ai rencontré un monsieur au Bas-Congo. Ouais, je dis toujours Bas-Congo. Congo central. Sur Botamine époque à Zaïre, donc. Congo central qui a un chiffre d'affaires de 2 millions le mois. Quand vous avez un chiffre d'affaires de 2 millions le mois, facilement vous gagnez 100 000, 150 000 pour vous. Ça dépend après si, je ne sais pas comment il fait pour son salaire ou comment il fait, mais pour un chiffre d'affaires de 2 millions le mois, vous gagnez bien. Il y en a plusieurs qui gagnent plus. Mais ça te fait comment de tomber sur... Moi, 1 million, c'est un chiffre d'affaires, je crois, de l'année. Hein. Okay. Et pour l'instant, on n'est pas... Ça veut dire 1 million dans l'année où vous avez peut-être un bénéfice de 100 000, 150 000. Hormis les charges... Oui, chiffre d'affaires, ça veut dire tout ce que vous faites par rapport à l'entreprise. Je vois. Oui. Mais il y a de ceux qui gagnent 10, 15, 20 fois, 30 fois que ça. Et légalement, en tout cas, on peut le dire, ils n'ont pas besoin de détourner de l'argent de l'État. Mais ça te fait comment de tomber sur les entrepreneurs qui ont connu le succès au Congo, mais qui, au bout d'un moment, leurs entreprises n'ont toujours pas de siège propre à eux? Ça veut dire que après 30 ans, 40 ans dans l'entrepreneuriat, ils sont toujours locataires, même leurs entreprises sont toujours locataires. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu rêves d'avoir un immeuble Magem? C'est dans mes plus gros projets. Moi, si je dois construire, sérieusement, ce serait d'abord construire le siège de mon groupe. Comme on voit en Afrique du Sud, comme on voit au Maroc, comme on voit en Égypte, comme on voit en Europe. C'est comme ça que les gens doivent voir les choses ici. Mais il y en a déjà qui le font. Il y a des grands groupes libanais, indiens, congolais, je ne sais pas trop, j'en ai pas vu. Mais personnellement, moi, c'est dans mes projets. Mais j'en ai vu à Lubumbashi, oui. Pour les Congolais, j'en ai vu à Lubumbashi. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la posture de l'entrepreneur congolais face à la concurrence étrangère, notamment les Libanais? J'ai un avis assez personnel quand même pour ça. J'ai souvent entendu... Parce que tu travailles avec eux, parce que tu gagnes le marché avec eux? Non, je ne travaille pas avec... Non, moi je travaille seul. Mais je connais beaucoup des Libanais. Achour, notamment, il a eu quelquefois de passer les marchés. Oui. J'ai 2 fois, j'ai travaillé avec une de ces sociétés pour un marché magnifique. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à le faire et moi aussi, ça m'est arrivé de lui donner des marchés. Mais de manière générale, les entrepreneurs congolais se sentent vraiment menacés sous la menace de cette occupation économique étrangère? Je dirais non. Ma réponse va étonner beaucoup. Mais je vais vous expliquer. Laissez-moi juste le temps de bien parler. On vous écoute. Déjà, dans ce monde aujourd'hui, il y a des peuples qui sont reconnus comme étant des grands commerçants. Ça existe. Les Phéniciens, c'est des commerçants. Les Libanais, je crois que c'est des Phéniciens aussi, je ne sais pas. Aujourd'hui, il ne faut pas que l'on pense que certaines choses qui se passent ici chez nous au Congo ne se passent qu'ici. Pourquoi je le dis? Parce que je vais vous donner un exemple très simple. On va commencer d'abord par les Libanais. J'ai souvent entendu ça. Non, les Libanais, les Kissi, ça trop. Les Libanais empêchent quel Congolais de faire quoi? Quel est ce Libanais qui est venu? Il y a eu un Congolais qui voulait entreprendre. Le Libanais lui a mis les bâtons dans les roues. Je ne suis pas Libanais. Je suis réaliste. Le Libanais vient faire son business. Ce qui a coûté mboka na bino na ba faille nango. Aza businessman a reprofité. De la même façon que les Congolais ba Liban ba genda sala ba business. So akutani na faille moko ya l'état, makambo ya douane, makambo ya nini a reprofité. Je continue. Les Libanais sont 4 millions ou 5 millions au Liban aujourd'hui. Et au Brésil, ils sont 9 millions. Au Brésil, il y a 9 millions de Libanais. C'est la plus grosse communauté libanaise au monde. Et je crois que c'était arrivé à l'époque où il y avait une grande
y avait une vague des Libanais, je crois, qui quittaient l'Asie pour aller aux États-Unis. Et je crois à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Je crois que c'est une histoire comme ça. Et il y a beaucoup qui se sont retrouvés au Brésil et qui sont restés. Je crois que c'est ce qui justifie aujourd'hui le nombre assez élevé des Libanais au Brésil. Je ne pense pas que les Brésiliens aujourd'hui, au Brésil, se plaignent du fait qu'il y ait 9 millions de Libanais au Brésil. Parce que les Brésiliens, les lois bien bengala bino bot, biso troye ba ke bazo bengala batukuna. On sait comment ça se passe. Si nous venons, nous montons, nous allons aux États-Unis, au Canada, entre ces deux pays de l'Amérique du Nord, il y a 5 millions, 4 millions de Libanais là-bas. Faites plus 9 millions, vous avez 13 millions de Libanais qui sont juste en Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et puis vous venez en Europe. Et même quand on vient en Afrique, la plus grosse communauté des Libanais, ce n'est pas au Congo. C'est en Côte d'Ivoire. Et vous avez même vu dernièrement, il y avait une polémique autour de ça en Côte d'Ivoire. C'était la même chose. Alors, qu'est-ce que je dirais après ça? C'est que dans tous les autres pays, il y a les Libanais, il y a des Indiens, il y a des Chinois, il y a des Français, il y a des Belges, c'est partout, c'est comme ça. Et il y a les Congolais aussi. N'oublions pas ça. De la même façon qu'on se plaint d'eux, peut-être dans d'autres pays aussi, on se plaint de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est juste, ici, au Congo, on doit mettre de l'ordre. Tout le monde doit faire la part des choses, sa part des choses. L'État doit faire sa part des choses. Et nous, disons, et la population, tout comme les hommes d'affaires et les entrepreneurs doivent faire la part des choses. C'est tout. Parce que, effectivement, nous faisons tous la même chose et partout. Les Indiens, moi je suis allé à Londres, mais les Indiens ont des business à Londres. Il y a toute une ville là-bas, j'ai oublié le nom, où vous trouvez... Déjà même, je crois, le maire de Londres est indien, ou le premier ministre, je ne sais plus. Il y a un des deux qui est indien et l'autre est indo-pac. Moi, je n'ai pas la preuve. Parce que même dans le dossier 100 jours, tu as vu que c'était un gros dossier, un gros marché, mais qui a été attribué à un Libanais. Oui, alors, d'un côté, il y a les entrepreneurs comme Deoka Songo qui pensent que pour l'émergence de notre système économique, il serait important que l'État attribue ces marchés seulement aux Congolais. C'est fait avec la RSP, non? Oui, mais les marchés qui sont octroyés via la RSP, c'est octroyé à des sociétés de droit congolais. Là, ce n'est que dans les secteurs de la sous-traitance, mais pas par exemple dans un secteur comme dans la construction et tout consort. Oui, mais est-ce que ceux qui reçoivent... Quand il y a eu le dossier des lampadaires et des forages, c'était qui? C'était pas des Libanais, c'était pas des étrangers forcément. Il y avait un Malien, oui, mais il y avait des Congolais aussi. Dans les marchés publics, ce n'est pas seulement qu'on attribue seulement aux étrangers, il y a aussi des Congolais qui en reçoivent seulement. Ils ne se manifestent pas. On les connaît seulement quand il y a détournement. Mais quand il n'y a pas de détournement, ça passe crème. Il ne vous dira pas. Et aussi avec les étrangers, bien sûr, c'est des fois quand ça éclate, c'est là qu'on sait que tel avait eu un marché, comme effectivement l'exemple que vous venez de donner, des programmes des 100 jours. Donc, pour moi, je pense que tout ça, c'est des problèmes qu'on peut régler et passer à, disons, évoluer, en tout cas, personnellement. On se lamente trop, on se plaint trop, on ne travaille pas assez. On se lamente trop, on se plaint trop, au point qu'aujourd'hui, on va parler de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, ça te fait quoi d'entendre les jeunes être de plus en plus motivés à vouloir quitter les pays? Baling Bappé, ça porte chance, parce qu'ils ont perdu l'espoir, parce qu'ils ne croient plus à ce pays. Toi, tu en penses quoi? Je suis très divisé. C'est vrai, d'un côté, je comprends beaucoup d'entre eux, je les connais, je les vois, je suis moi-même au centre de tout ça. À chaque fois que je rencontre, j'étais dimanche à Matete, il y a des jeunes qui me disaient non, c'est tout. Oui, bon. Vous savez, c'est une réalité aussi qui aujourd'hui fréquente un peu en Afrique, pas dans certains pays d'Afrique. Tout le monde veut immigrer, veut aller là où il fait bon vivre, là où il pourra avoir facilement un bon travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ici chez nous, le chômage est encore assez élevé.
il est très difficile pour certains de trouver. Déjà que les universités, je n'ai jamais compris pourquoi les recrutements ne se font pas comme en Afrique du Sud, où je voyais des sociétés qui recrutaient, même au Maroc, je voyais des sociétés qui recrutaient avec le concours de certaines universités. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le cas chez nous. Et je me demande souvent, tous ces diplômés-là, qui terminent, disons, tous ces nouveaux, comme on dit, nouveaux trucs dans le marché de l'emploi, les nouveaux venus dans le marché de l'emploi, qui sortent des universités, font comment? En France, vous avez le pôle emploi. En Afrique du Sud, je ne sais pas comment ils appellent ça, ils ont quelque chose où les gens vont toujours voir ce qui est affiché, machin, et tout. Ici, je ne sais pas l'équivalent de l'honneur. Oui, ici, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je n'ai jamais vu, même les offres d'emploi aujourd'hui, vous savez comment ça se passe chez nous. Moi, j'ai du mal à trouver de l'emploi pour certaines personnes qui me demandent. J'ai du mal. À chaque fois que je demande, c'est compliqué, il faut attendre. Qu'elle dépose ou qu'il dépose son CV. Après, il n'y a jamais eu de suite. Je ne sais pas comment ça se passe personnellement. Nous, on n'a pas encore ce niveau-là de donner, de recruter 100, 200 personnes. Si c'était le cas, on le ferait ouvertement et publiquement. Chez nous, on sait comment ça se passe aujourd'hui. C'est plus les membres de famille qui sont favorisés, c'est les amis, c'est les relations, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Encore, ça va dans le secteur privé. J'ai déjà vu des cas exceptionnels où il y a des gens qui viennent soumissionner et qui sont retenus. Et puis, il faut le dire aujourd'hui, même si j'essayais de voir aussi ce qui ne marche pas du côté de ces sociétés qui doivent recruter ou ces employeurs, ben, ils te diront aussi qu'il y a beaucoup de candidatures. Oui, le nombre est trop élevé. Ça veut dire s'il y a 100 candidatures pour un poste ou 200, il faut prendre une personne. Les 99 qui restent auront l'impression qu'ils n'ont pas été sélectionnés parce qu'il y a X raisons, X raisons. Je crois que les responsabilités sont partagées. Mais s'il faut dire la vérité, le chômage et le taux de chômage est assez élevé au Congo. Et je comprends ces jeunes qui, après avoir fini les études, ou même quand ils arrêtent les études, préfèrent aller où ils trouveront un job sans condition. Où ils trouveront un petit job aux États-Unis où il est payé 10 $ l'heure, 15 $ l'heure. Où il trouvera son petit job au Canada où il est payé 18 $ l'heure. Où il trouvera son petit travail en Europe devant lequel il ne sera pas caricaturé. Ici, il y a des jeunes qui ont honte de faire certains boulots parce que c'est caricaturé. Voilà, on prend ça du côté comme si c'était un travail des pauvres. Et c'est pas bien rémunéré. Alors que c'est des jobs où, en Europe, tout ce que tu as misala maboko. C'est un travail qui est très bien payé. Je vois comment les chauffeurs de camions... De grands cars en Europe sont payés. Ouais. Mais vous comparez à nos chauffeurs de camions ici. Moi, j'ai géré 30 camions. J'ai géré 30 camions en 2012 entre Kasangulu et Kinshasa. Le pavillon de l'aéroport présidentiel, là, le pavillon présidentiel de l'aéroport, on a travaillé dessus. J'ai livré de la caillasse là-bas, j'ai livré du béton. On a livré certains grands axes routiers ici, où on a fait les sociétés qui contractaient les marchés de la CGT, c'est nous qui fournissons les enrobés à l'époque. Je gérais 33 camions qui quittaient Kasangulu pour Kinshasa. Bon, ces chauffeurs étaient payés une misère. Ce qui les pousse ils doivent voler un peu de carburant, ils doivent un peu charger du charbon et tout ça. Mais comparé à, moi je connais des chauffeurs en Europe, des vieux à nous ici, tout ça, ils me disent mais j'en ai rien à foutre, ça n'a rien à voir, je suis payé 4 000, 5 000 euros. Après, je ne compare pas, on parle de la réalité. Ça veut dire que c'est vrai que là-bas, c'est des pays où ils ont des économies fortes aujourd'hui. C'est des économies puissantes. Le pouvoir d'achat est très élevé et on peut comprendre que les rémunérations aussi suivent. Et ici, c'est la même chose. Mais en tant qu'entrepreneur et aussi recruteur,
Qu'est-ce que tu penses de la ressource humaine congolaise, surtout les jeunes? À chaque fois que tu es en face d'un jeune candidat, comment tu les sens? Et aussi, quelle est ta technique pour dénicher les talents? Moi personnellement, pour l'instant, depuis que j'ai commencé, je suis plus dans les ouvriers, ceux qui sont dans la technique, la construction et tout. Il n'y a pas des interviews comme telles, hein, c'est les ingénieurs qui le font. Mais aujourd'hui, il faut dire la vérité. Vous pouvez passer dans toutes ces sociétés et interviewer les directeurs des ressources humaines. Nombreux de ceux-là qui viennent déposer les candidatures accusent beaucoup de lacunes. Je ne sais pas s'il faut remettre en cause la qualité de l'enseignement. Il y a ceux qui ne savent pas écrire, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, il suffit d'aller même dans les bureaux ici. C'est pas une façon pour moi de dénigrer les gens, mais voilà, on échange. Il faut dire parfois ce qui aussi dérange un peu dans la société par rapport Pourquoi tu as beaucoup de retenues quand tu parles? Oui, parce que aujourd'hui, la critique est devenue un peu abusée. Tu as Un peur? peu, c'est pas une peur, c'est juste que je veux me faire comprendre facilement. Je veux pas je veux pas qu'on interprète ce que je dis, qu'on assimile ça à un dénigrement. C'est une réalité. Il y a des sociétés aujourd'hui, on met une dictée, il faut écrire, ce sera une catastrophe. Parce que le recrutement se fait de la façon dont vous savez. C'est pourquoi je dis normalement ici, aujourd'hui au Congo, le recrutement devrait se faire avec le concours des universités. Tant pour le secteur privé et aussi pour le secteur public. C'est ce que je dis. Pour moi, les ressources humaines, aujourd'hui, il faudra leur poser la question. Je ne suis pas directeur des ressources humaines, je ne connais pas même les agences les agences de recrutement, de placement de personnel. Ils vous diront que souvent 50% des CV qu'ils reçoivent n'expriment pas la réalité du candidat, ne reflètent pas vraiment la réalité. Il peut avoir écrit, souvent vous voyez ce qu'on met sur les langues là, il peut avoir écrit anglais courant, mais son anglais est approximatif. Voilà, il y a tout ça. Je pense que c'est le problème qu'ils rencontrent aujourd'hui. Et beaucoup de sociétés rencontrent ce problème-là. C'est pourquoi des fois on a du mal à affecter les gens. Et aussi, c'est un peu c'est un peu les mots qui gangrènent notre secteur public aujourd'hui. Le recrutement, les compétences, comment on recrute. Si c'est sur base des quotas politiques, ce sera toujours compliqué. Ah oui, on est bien d'accord, hein, parce qu'évidemment, même moi, j'aborde cette thématique-là assez souvent. C'est quand même difficile que les gens accèdent à certaines fonctions, pas parce qu'ils sont compétents, mais parce qu'ils appartiennent à certaines familles politiques et malheureusement même à certaines fonctions techniques qui demandent de la technicité, mais on prend les gens qui viennent des différents partis. À chaque fois qu'on vous nomme, vous, ministre, votre parti politique envoie la liste, même des directeurs de cabinet, des conseillers. Les cabinets politiques, je mettrai ça à part. Bon, les cabinets politiques restent des cabinets politiques après. Mais comme vous avez dit, pour des agences de l'État ou des sociétés de l'État, les entreprises de l'État, c'est vrai que il faut privilégier les compétences et le savoir, et surtout l'expérience aussi. Et aujourd'hui, dans beaucoup de cas, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Allez, sous les KO commerciaux, on a parlé de l'entrepreneuriat, on a essayé d'entrer un peu sur le climat des affaires, mais parlant du développement personnel, sous les Kauka, aujourd'hui, en tant que Congolais, il y a quelqu'un qui me disait tantôt, Obi, tout Congolais est prédisposé à trahir l'autre. Ça veut dire que s'il a l'occasion de te faire du mal, s'il a l'occasion de te trahir, il peut le faire. Et tu as eu une relation proche avec un artiste pendant plus de 20 ans aujourd'hui. Tu ne l'as pas trahi. Sous les Kauka, toi, les trahisons, comment tu les prends? Comment tu les gères à chaque fois que tu es trahi? Bon, déjà, l'exemple de la trahison, vous ne pouvez pas prendre ça sur ce dont vous avez parlé. Mais parce que c'est fréquent aussi dans les milieux, surtout dans les milieux des artistes. Hein. Oui, mais moi, je ne suis pas artiste.
Fally Ipupa, c'est mon grand frère. On a une différence de 10 ans, 9 ans d'âge. 9 ans, je crois, ou 10 ans. Et c'est un grand frère pour moi. Ça veut dire parler de trahison entre moi et lui ou non, ça, peut-être ça n'existera jamais, je pense, parce que c'est comme si dans une famille, vous parlez de trahison entre des frères. On a vu ça avec les frères Pogba. Oui, 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 c'est vrai, j'ai vu qu'ils étaient en justice et tout. Oui, mais ça reste des frères. Et puis bon, je pense que ce problème-là était au-delà de la famille, je sais pas. Je sais même pas c'était quoi le truc, mais pour mon cas, non. Alors, pour revenir à ta question, c'est... Les trahisons, toi, comment tu les gères? À chaque fois que tu es trahi, tu te sens comment et tu les gères comment? Il faut être préparé. Vous devez être préparé. Moi, je suis très préparé dans ça parce qu'on voit comment ça se passe ici chez nous, dans notre société aujourd'hui. Il faut être préparé à la trahison. Oui, vous êtes préparé moralement. Vous savez déjà que ça ne peut plus... Normalement, les trahisons aujourd'hui ne doivent plus nous étonner. On doit être préparé. Ah oui, c'est bon, il a fait ça, il a dit ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bon. Hop, on passe à autre chose. Les gens ne sont pas indispensables aujourd'hui dans tout ce qu'on fait. Moi, ce que je fais auprès des autres, ben, quelqu'un d'autre peut faire mieux. C'est tout. C'est juste qu'il faut être préparé. Sauf que c'est quand même dommage que ce soit fréquent. Et chez nous, les Congolais, c'est quand même devenu un peu comme une mode, je peux dire. Ou, je ne sais pas si c'est naturel ou c'est dans nos gènes. Non, on est vraiment dans ça. Ça se passe dans tous les secteurs. Il y a toujours quelqu'un qui doit faire du mal à un autre Congolais, trahir, vouloir faire son truc aussi. Bon, après, ça arrive, hein, les êtres humains ont toujours des problèmes. Mais à chaque fois que tu rencontres sur ton chemin celui qui t'avait trahi, quelle est ton attitude en ce moment-là? Non, c'est bon. Après, ça dépend d'un cas à un autre. Hein. Ça dépend d'un cas à un autre. J'en ai pas trop connu, c'est vrai. Après, moi, les mêmes personnes que je fréquente aujourd'hui, je les fréquente depuis des décennies. On n'en a pas trop connu. Que ce soit dans cette famille-là professionnelle dans laquelle je suis aujourd'hui, que ce soit dans une autre... J'appartiens à plusieurs autres familles. Je parle de la société aujourd'hui et des secteurs. Que ce soit du côté musique, avec Fally, c'est comme une famille là-bas. C'est les mêmes personnes depuis 15 ans autour de Fally. Et on a dépassé ce niveau-là de trahison et tout ça. Il y en a eu des cas, oui, mais bon, c'est comme j'ai dit, personne n'est indispensable. Mais toi, quels sont tes principes de vie? Quels sont les principes pour que je reste longtemps ton ami, ton proche? La sincérité, l'honnêteté et en tout cas les ambitions. Moi, j'aime avoir autour de moi des gens ambitieux. C'est ce que je dis à tous mes collaborateurs, mes amis et tout. C'est les ambitions. C'est regarder de l'avant, c'est l'évolution. Pour moi, c'est ça. Mais l'honnêteté, la sincérité, la loyauté reste pour moi des principes, en tout cas, qu'il faut avoir dans la vie. Et moi, je fonctionne comme ça. Aujourd'hui, en tant que jeune, quand tu observes l'usage des réseaux sociaux par les jeunes Congolais, tu te dis quoi? L'usage des réseaux sociaux. Bon, c'est partagé. Il y en a de ceux qui l'utilisent, qui utilisent les réseaux à bon escient. Il y en a aussi qui profitent de cette liberté-là. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un peu un espace de liberté. Quelqu'un peut mettre son téléphone au fin fond de l'Indonésie et s'adresser à quelqu'un qui est à Kinshasa. Malheureusement, c'est le mauvais côté. Et dire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut. C'est ça le mauvais côté des... Mais quel conseil, toi, à ton niveau, en tant que leader d'opinion, tu pourrais conseiller à un jeune Congolais quinois de surcroît par rapport à la manière d'utiliser les réseaux sociaux? Moi, personnellement, je suis actif sur les réseaux sociaux. Je connais un peu. C'est-à-dire que pour moi, il y a moyen d'utiliser les réseaux sociaux à son avantage. Ben, bien entendu, pour véhiculer des messages, pour se vendre en tant que produit aussi, pour son image, ou bien pour partager
certaines réalités de la vie. Et peut-être pour son entreprise, pour évoluer aussi. Ça veut dire montrer ce que l'on fait. Et voilà, c'est une plateforme aussi de publicité, de communication. Il n'y a pas que le côté négatif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non. Chacun doit savoir tirer des avantages aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux. Hormis ceux qui l'utilisent, comme vous avez dit, pour gagner un peu d'argent par rapport à des vues, comme on voit. Et quand aussi on cherche à voir les chiffres qu'ils gagnent, c'est pas grand-chose. Bon, après, peut-être qu'il y a d'autres qui sont habitués avec cette vie-là. Bon, surtout en Europe, si ça suffit à certaines personnes, tant mieux pour eux. Allez, Soulé Kaouka, tu es un homme aux multiples casquettes et un homme qui a joué de nombreuses grâces. Tu rentres du Maroc très vite, tu commences par un stage professionnel et après tu traînes pas. En gros, tu n'as vraiment pas connu le chômage comme tel. Comment ça s'est fait? À qui ou à quoi tu dois ta réussite aujourd'hui? D'abord ma mère. À ta mère? Ouais. Pourquoi tu évoques rarement ton père déjà? Parce que je l'ai perdu très tôt, mon père. Mon père, je l'ai perdu, j'avais 7 ans. J'étais très jeune. Il était, parle-nous brièvement de lui s'il te plaît. Il était qui? De quelle nationalité? Il faisait quoi? Il travaillait dans le Katanga. Mon père j'ai toujours vu les gens dire, au Congo ici, quand on voyait quelqu'un de peau claire, on dit il est libanais. Moi, mon père n'a rien de libanais, je peux vous rassurer. Et c'est dommage. Bon, c'est comme ça ici, au Mundele, libanais, tout ça. Non, moi, mon père, j'ai un grand-père arménien et j'ai un autre grand-père juif, palestinien. Ça veut dire tout ce que vous voyez là aujourd'hui, tout Israël, Bethléem et tout. Je vois les gens ici avec des drapeaux Israël, prier, tout ça. Oui, c'est les origines de mon père. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le Liban. Mais pourquoi tu dois ta réussite actuelle à ta mère? J'ai grandi avec elle, c'est elle qui m'a élevé. Et voilà, c'est elle qui m'a motivé à beaucoup de choses, c'est elle qui a payé mes études. Et aujourd'hui, c'est la première personne à qui je dois ma réussite. Et je suis toujours très proche d'elle, ma mère, jusqu'à aujourd'hui. Très sincèrement, est-ce que tes origines juives ont eu aussi à jouer un rôle important? Non, je ne suis pas juif. Enfin, les origines de ton père. De mon grand-père. De ton grand-père. Un des grands-pères. Oui. Est-ce que ça a joué aussi parfois à ta faveur quelquefois? Non, je n'ai pas... Tu n'as jamais joué de ça? Non, parce que je ne le connais pas et je n'ai pas des frères ici qui sont ici au Congo où je vis, non. Moi, je suis né ici au Congo, j'ai grandi ici, ma mère est du Bandundu, je suis Yanzi, je parle Kikongo, je vais au Kakikwiti, je suis chez moi, bon, pourquoi je vais aller chercher des histoires d'origine, machin, non. Déjà, je comprends pas trop, vous savez, de ce côté-là, c'est quand même un peu compliqué aujourd'hui avec le conflit qu'il y a. La Palestine, Israël et tout ça. Donc, s'il faut chercher encore à comprendre ça, on a assez de problèmes. D'accord. Mais je sais que il est d'origine, je crois, son grand-père était d'origine de Bethléem, je crois. Mais vous êtes né au nombre de combien? Moi, je suis, entre mon père et ma mère, je suis, bon, si on peut dire, mais j'ai 3 frères et une sœur. D'accord. Mais quelle est la place que tu accordes au travail? Le travail occupe quelle place dans ta vie? Pour moi, le travail occupe une place primordiale, pas seulement pour moi même, mais doit occuper une place primordiale dans la vie de tout un chacun. Comment on vit? Parce que la vie aujourd'hui, c'est la consommation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vit, il faut avoir des moyens. Il faut travailler pour être payé. Il faut travailler pour gagner. Pour ceux qui ne sont pas salariés. Donc le travail représente tout dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Ça me fait très mal aujourd'hui de voir des Congolais qui passent toute une semaine dans les églises. Matin, midi, soir. Dans toutes ces églises qui pilulent partout dans la ville. On ne sait pas quelle est l'église qui est vraiment une église. Je ne sais pas sur base de quoi ils le font, ils le créent. Ces pasteurs sortent d'où?
qui sont sérieux, qui sont des vrais pasteurs, chez qui il faut partir, je sais pas. Bon, moi, je suis chrétien catholique. Ce qui est vrai, je le reste en tout cas. En tout cas, je suis bien dans ma peau. Et j'ai une façon à moi de comprendre ce que c'est la religion aujourd'hui, la spiritualité. Ah ouais? Donc, personnellement, je ne comprendrai jamais quelqu'un qui va à l'église, dans les cultes, matin, midi, soir. Mais où est ton problème? Un dimanche pour ça. On va à l'église dimanche. Et encore, pas tous les dimanches. Ah ouais? Pas tous les dimanches? Parce que je peux prier chez moi à la maison. Pourquoi il faut quelqu'un entre moi et Dieu? Un ambassadeur. C'est-à-dire que Dieu doit parler par quelqu'un pour me parler à moi. Mais toi, tu penses que les Congolais exagèrent un peu dans leur quête de Dieu? Oui, bien sûr. Nous sommes le pays, je peux dire, avec le plus grand nombre d'églises, je crois, qui existent. Pourquoi? Et après, il y a des choses qu'on n'évoque pas quand on parle des églises. Mais je suis désolé, en termes de nuisances sonores, les églises font le même travail, le même sale boulot que les bars. Comment vos enfants étudient? Dites-moi. À Lemba, Matete. Moi, j'ai fait une campagne comme il fallait. Ça veut dire que je suis allé partout où je pouvais partir pour réellement comprendre et voir et palper du doigt la qualité de vie de Quinoa. Exactement. J'ai remarqué qu'il y avait des bars partout. C'est un commerce, je ne refuse pas, qu'on trouve partout dans le monde, mais qui est régulé, qui fonctionne comme il faut. Vous allez au Canada, c'est à 3 heures du matin que tout ferme. Pourquoi? Parce que l'homme blanc a compris, si on peut dire, hein, laissez-moi dire ça comme ça, ou l'être humain a compris, de ce côté-là, là-bas, ils ont compris que un être humain travaille la journée, peut aller quelque part, il doit se reposer. Pourquoi le taux de mortalité ici est très élevé? À un âge où au Japon, les gens meurent à 120 ans. En Chine, vous trouvez des gens qui meurent à 110 ans. Pourquoi? Ben, effectivement, parce que le gars n'a jamais connu le bruit dans sa vie. Le gars contrôle son alimentation. Il y a tout ça qui compte. Bon, l'alimentation n'a rien à voir dans ce qu'on est en train de dire ici. Mais vous savez que le bruit, déjà, contribue. Le bruit, ça veut dire quelqu'un qui est habitué à tous les jours vivre dans le bruit réduit, si on peut dire, l'espérance de vie. C'est des recherches, c'est des études qui ont été menées. Mais je reviens sur le travail. Et donc je termine. Alors, quand vous voyez une commune ou un quartier, comme je vois ici, partout, même en ville, c'est le cas, rempli des bars et des églises, et des chantiers qui fonctionnent où on s'en fout de ce que... Parce que j'ai vu des gens ici, j'ai déjà vu des gens appeler, se plaindre auprès de l'État et il n'y a rien qui se passe. Ouais. Les églises continuent. Dimanche, c'est le micro... Une décision du ministre de la Justice. Appliquer. Oui, il faut appliquer. Qui n'est pas appliqué concernant la nuisance sonore. Il faut appliquer. Je crois qu'il va l'appliquer, lui. C'est bien. Moi, personnellement, pour moi, il faut qu'il y ait une certaine... Non, il faut réguler le secteur. Je sais pas. Il faut réguler le secteur. C'est-à-dire, il y a sûrement des textes et des lois qu'il faut faire appliquer par rapport à ça. J'ai souvent entendu déontologie, tout ça. Les pasteurs eux-mêmes. Aujourd'hui, on ne se réveille pas. On se réveille un matin, on crée une église, on met un gros baffle, on dérange le voisin qui a des enfants qui doivent étudier, faire des devoirs, encore des problèmes d'électricité. C'est des enfants qui doivent étudier des 16h à 18h parce qu'après, peut-être qu'il fait noir. On a des gros problèmes d'électricité dans ce pays. Il faut ajouter un baffle d'un coco qui crie, matin, midi, soir, l'un en français, l'autre en lingala. Comment mes enfants étudient? Et pourquoi je vais condamner ceux qui prennent les enfants quand ils ont l'occasion pour aller étudier à l'étranger? Pourquoi? Non, mais pourquoi on ne régule pas directement au lieu d'envoyer les... Parce que ceux qui envoient... Mais non, oui, mais je comprends. Mais ceux qui envoient les enfants à l'étranger, c'est essentiellement les décideurs. C'est nous, la population qui vivons à la cité, qui subissons justement ces nuisances sonores. Mais je reviens sur la question du travail. Est-ce que tu penses que les Congolais travaillent assez? Bon, déjà, il faut qu'il y ait du travail pour travailler.
Non, mais ceux qui travaillent, notamment les fonctionnaires de l'État, quand tu regardes la productivité, tu regardes la qualité de travail, toi, tu te dis quoi? Bon, je sais pas, j'ai pas travaillé dans l'administration comme telle, publique, mais je crois qu'il y a quand même déjà, les entreprises sont surpeuplées, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, quand vous devenez DG et que vous voulez dégraisser la compagnie, vous êtes très mal vu. Parce que c'est des licenciements. C'est un gros problème, ça. Je débarque aujourd'hui dans une entreprise de l'État, je fais un état de lieu. Après, souvent je vais, hein, je vois, j'entre dans certaines sociétés, je vois 6 personnes à l'entrée. 6. 6 de moi, 6 dames, 3, 4 messieurs à la réception. Elles travaillent, mais elles font le même travail pour accueillir la même personne. On vient pas à 6 en même temps. Alors, c'est aussi, quand vous allez plus loin dans tous les postes de ces sociétés, vous trouvez qu'il y a eu beaucoup plus d'engagement. Et je crois que c'est l'un des problèmes aussi qui font que nos entreprises n'évoluent pas trop performantes, ne produisent pas trop. Je crois qu'il faudra aussi, mais en même temps, les licenciements aussi ne sont pas bons. On a déjà ce problème-là de chômage et tout. Donc je crois que pour moi, parler de qualité du travail, je ne sais pas trop. Je n'ai pas fait une étude sur ça. Mais tu travailles combien d'heures la journée? Quel est ton temps de travail? Non, j'ai pas d'heure fixe. Non, le volume d'heures. Oui, il m'arrive de rester tard chez moi à la maison en train d'écrire, de travailler, de faire des calculs et tout. Bon, après, ça dépend de ce qu'on fait dans la vie. Je pense pas qu'un banquier a les mêmes horaires de travail qu'un chef d'entreprise. Je ne pense pas. Un banquier finit le gros de son travail à la banque, rentre à la maison, peut-être qu'il a 2, 3 trucs à corriger, des mails à envoyer, à recevoir, et puis c'est bon. Mais pour nous, personnellement, moi, qui a une vie quand même assez divisée, ça veut dire que tu dois trouver du temps pour X choses, trouver de l'autre temps pour ça, pour ceci, cela. On n'a pas d'heure fixe, personnellement. Okay. Moi, je vais au bureau des fois très tôt, je commence et je rentre très tard. Il y a des jours où je vais très tard et je rentre tôt. Après, ça dépend. J'ai eu 3 ans où j'ai travaillé dans un cabinet politique. Oui, c'était un horaire qui avait totalement changé. Et tu étais conseiller, conseiller spécial ou membre du collège? Conseiller aux investissements. Oui, mais comment tu as rencontré Samalou Condé? Ça s'est passé comment? C'est quoi l'anecdote? Bon, lui, Samalou Condé, le président Samalou Condé, qui est président du Sénat aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'admirais depuis quand même. Quand il était ministre du Sport à l'époque, mais je n'avais pas eu l'occasion de le rencontrer, mais je le voyais, hein, je voyais ses interventions à la télé. Et une fois, je l'ai rencontré à Indaba Mining, à Cape Town, le forum minier. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Il était venu en tant que DG de la GECAMINE. Ouais. C'était là. On a parlé, c'était très bref. Et quelques mois après, je l'ai rencontré à Makutano. Okay. C'était encore moi. Bon, et là, on a parlé, c'est comme ça que je l'ai connu. Et après, le jour où il a vu ma candidature pour ce poste, je crois qu'il me connaissait déjà. Ah ouais, tu avais candidaté ou on t'a proposé? C'était qui? Non, bon, ça, je ne vais pas entrer dans les détails dans ça, mais quand il a vu mon dossier, il connaissait comme le profil. Voilà. Mais on gagne combien en tant que conseiller du Premier ministre? Moi, je gagnais 10,7 millions de francs. C'est vérifiable. Ok. J'ai vu sur Twitter une fois une polémique quand je demandais qu'on baisse, à l'époque, hein, je n'étais même pas encore candidat à député, j'ai demandé qu'on baisse les rémunérations, pas tous, la majorité était pour. Il y avait des gens quand même qui disaient oui, c'est quand même des gens, et toi tu touches combien et tout, c'est 10,7 millions de francs. Mais comment on est... 10,754 000 francs. Mais qu'est-ce qui fait que le président d'un groupe comme Magem
accepte de devenir conseiller du Premier ministre et gagner 10 millions. Est-ce que c'est, Soulé, est-ce que c'est par patriotisme, sincèrement, ou il y a des intérêts cachés derrière? Non. Non, déjà, quand j'ai accédé à ce poste, j'avais délégué ma signature. Oui, j'ai des gens qui... J'ai un DG. Moi, je suis président du groupe. Hein. Après, il y a des choses pour lesquelles je n'interviens pas. Effectivement, c'était par rapport à cette position. Et nous, les marchés, on soumissionne, ma société est soumissionnée comme tout le monde. Oui, mais ma question n'est pas celle-là. La question, c'est pourquoi j'ai accepté. Oui, oui, tu ne gagnais que 10 millions. Pourquoi tu acceptes de laisser les groupes où tu gagnais plus pour devenir finalement conseiller du Premier ministre? Un poste juté ou encore, je dirais, prestigieux, mais où on ne gagne pas assez. Pourquoi? Est-ce que c'est par patriotisme? Non, ça ne me dérange pas. Hein. On peut avoir plusieurs casquettes et c'est toujours mieux d'être chef. On est chef d'entreprise avant. Après, si on a une fonction officielle ou une fonction politique, ça ne dérange pas pour moi. Donald Trump est président, il a des entreprises. Hein. Elon Musk est président du groupe Tesla. Il est aujourd'hui... Je ne sais pas si tu as compris ma question. Non, je ne sais pas si tu as compris ma question. Moi, la question, c'est de savoir quelle était ta première motivation. Parce que tu gagnais déjà. Non, pas forcément. C'est peut-être ce que les gens peuvent croire. Mais je ne suis pas venu non plus là pour gagner de l'argent. Le poste pour lequel j'avais postulé, c'est quelque chose que j'aime bien et que je fais déjà. Ça veut dire c'est l'entrepreneuriat, c'est les investissements. C'est ça. C'est ça. Non, effectivement, c'est encore là où les gens ne comprennent pas le rôle d'un conseiller en investissement. Ou d'un conseiller au climat des affaires. Un conseiller en investissement, ce n'est pas lui qui va chercher des entrepreneurs à revenir, non. Après, le rôle, on va pas s'attarder sur ça, ce sera très long. Mais ce n'est pas ce rôle-là qu'a un conseiller du président en matière... Bien sûr qu'il est là quand les investisseurs sont là, il est là pour gérer certains problèmes d'investissement. Et il est là pour accompagner aussi ceux qui viennent investir pour suivre la bonne voie. Parce qu'on a un gros problème dans ce pays, les gens ne savent pas quelle procédure suivre quand on vient investir. Les gens ne veulent pas commencer par l'ANAPI. Les gens ne veulent pas. Et les gens veulent venir, ils disent, je vais rencontrer le Premier ministre. Les gens veulent venir à la présidence, non, ils sont là à chercher des conseillers pour les amener auprès du président. Ce n'est pas ça le rôle d'un conseiller en investissement, pas du tout. Moi, je vous accompagnerai comme j'ai fait avec beaucoup. Il y a d'autres qui ont évolué. Donc, une short, la première motivation qui t'a amené vers la primature, c'était ta passion. Parce que tu étais passionné de faire ce que tu as toujours aimé faire. Et puis pour moi, c'était un secteur qui devrait être quand même régulé. Comment tu évalues aujourd'hui, sincèrement, 3 ans plus tard, comment tu évalues ton apport auprès du Premier ministre Sama Lukonde? Comment tu évalues la qualité de ton travail, les résultats finalement de tout ce que tu as fait? Je suis resté dans mon rôle, principalement celui de proposer, d'écrire et de régler les problèmes de certains opérateurs économiques et investisseurs qui étaient sur place, et peut-être de montrer les procédures qu'il fallait pour investir, pour vous ramener à ce qui est de vos droits, parce que l'ANAPI, effectivement, avec qui on travaillait disons, fréquemment, est là pour accompagner ceux qui viennent. C'est la promotion de l'investissement. Ça dit derrière ça, on vous montre ce que vous avez comme avantage en étant investisseur dans tel secteur, dans tel autre secteur, et on vous oriente par rapport au ministre de tutelle qu'il faut voir pour tel travail ou telle chose à faire. Et il y a d'autres qui n'en ont pas besoin. Il y a d'autres qui viennent, il va au guichet unique, il ouvre son entreprise, il commence son business. On n'est pas obligé de venir et trouver des gens qui vont qui devront vous amener auprès du Premier ministre. Non, le Premier ministre ou le Président de la République, vous les voyez peut-être après. Quand vous avez ouvert votre entreprise, votre usine, vous êtes en tout cas à la fin de l'installation de votre... Vous venez pour peut-être... présenter les civilités, et montrer ce que vous avez déjà fait, combien de Congolais vous avez engagés. Donc, entreprendre au Congo, c'est facile. Tu commences par l'ANAPI. Après, tout ça peut suivre plus. Oui, il y a des procédures à suivre qui ne sont pas compliquées.
Je sais pas pourquoi. Oh non, moi, on m'a demandé ceci, on m'a demandé cela. Moi, personnellement, pour tous les problèmes que j'ai eu à régler dans ce secteur, j'ai orienté les gens où il fallait partir et sans demander un seul rond. Allez, Souley Kaouka, merci parce que là, on va parler des sujets qui blessent. On te surnomme Papa Visa. Il y en a ceux qui pensent que aujourd'hui, même Ngane Nakouté Naoboye, Norbimana Visa il y a 5 ans. Donc non, ça veut dire que Nana Visa une année, mais Nakouté Naoboye, vous avez Visa 5 ans. Donc on t'appelle Papa Visa. Qu'est-ce qui se passe, Souley, sur cette affaire? Ça te fait quoi déjà quand tu entends toutes ces rumeurs autour de Papa Visa, Souley Kaouka et tout ça? C'est un faux débat et puis bon, c'est peut-être... non, même pas faux débat, mais je crois que c'est juste une mauvaise interprétation des choses. C'est une mauvaise interprétation des choses. Ça veut dire? Ça veut dire que... Aux Alarno, Papa Visa. L'année passée, pendant les élections, j'ai eu des comédiens qui sont proches à moi. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui adore la comédie. Moi, je suis allé à des spectacles de Jamel Debbouze, de Gad Elmaleh, de Roman Frassinet, de beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la même chose un peu ici au Congo. Nos comédiens, moi, je passe des fois mes temps perdus à suivre la comédie comme tout le monde. Pas peut-être les films et tout, mais ce qu'ils font un peu comme les comédies et tout, et ça m'intéresse. Alors, il y avait ceux que je connaissais depuis très longtemps qui m'ont aidé sans demander un rond pendant la campagne. Et ça m'avait vraiment beaucoup touché. Je leur avais dit, écoutez, on fera quelque chose, vous me direz ce que vous voulez, on verra ce qu'on peut faire. Et c'était ça leur demande. Ils m'ont dit non, ils veulent aussi avoir une production au monde extérieur. Ils ont allé à la rencontre des Congolais qui vivent là où on a beaucoup plus des gens dans la diaspora, c'est-à-dire la France, la Belgique et tout. Et bon, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème, on va faire des prises en charge en bonne et due forme. On va demander, on va louer, je vais contacter une société d'événements qui va essayer d'organiser quelque chose pour vous. Et puis, moi, ma société sera le preneur en charge. C'est ce qu'on avait fait pour et ça coïncidait que c'était 7 ans de Magem. Je me suis dit, c'est bon, on va le faire à cette occasion. On a demandé un visa en bonne et due forme, on leur a donné, ils étaient à 10. Bon, après, vous savez, c'est des gens qui sont très suivis. Je crois dans la chaleur un peu de cette obtention de visa et tout. Ils en ont parlé, ça ne me dérange pas. Ils en ont parlé. Et ça construit dans l'imaginaire. C'est mis en tête que, entre-temps, quand on me voit souvent avec des ambassadeurs, c'est tout à fait normal. Je faisais un travail où j'étais très souvent en contact avec des représentants des diplomates et puis des représentants des différentes diplomaties. Donc, peut-être qu'ils ont fait le lien avec ça, avec les visas obtenus. Et puis, entre-temps, ils ont aussi fait le lien avec les visas que le groupe Fali obtenait par rapport à des gros événements qu'il avait. Et dans tout ça, ils ont conclu que c'était facile. Mais entre-temps, moi-même, quand ma mère devait partir dernièrement, j'ai fait 2 mois pour attendre un rendez-vous. Ah ouais. C'est un faux débat. C'est pas ça. On peut avoir des relations aujourd'hui avec les diplomates, mais c'est pas pour ça. Mais ça te fait comment aujourd'hui de gérer cette pression de la demande? Je crois que ça a augmenté parce que... J'explique ce que je viens d'expliquer, je le dis à des gens et il y a des ceux qui comprennent. Tu leur dis quoi exactement? Que effectivement, ça c'était à l'occasion d'un événement précis par rapport à... Mais ça n'a visaté quoi? Mais je ne vois pas comment je vais vous faire... Déjà moi-même, pour remplir un formulaire, on le fait pour moi. Donc je ne vois pas comment, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire pour... Je connais les procédés. Mais je ne sais pas moi, je vais le faire. Il y a des gens qui appellent non Nazan Mbongo, tout ça, mais non, bon, pour appeler Sango, Nani. Allez, aujourd'hui, quelles sont vos relations ou qu'est-ce qui caractérise tes relations avec les artistes et comédiens qui rôdent autour de toi? Non, c'est des relations purement amicales, hein, pour certains. Et pour d'autres, c'est des gens que j'apprécie de loin. Et puis voilà, il y a d'autres que je connais depuis, Amatete Alemba, qui sont devenus comédiens après. Ah ouais, comme qui? Mobik ici, Douche. J'ai un ami à moi. Ah ouais, donc tu as connu Douche depuis Matete. Douche, je le connaissais avant.
On n'était pas très proches, mais je le connaissais. Mobix, c'est la même chose. Il y avait encore qui... Voilà, c'est tout. Hein. Et puis les autres, j'ai connus après, mais ça fait quand même 6-7 ans. Souvent, les dimanches, quand il n'y a pas grand-chose à faire, j'invite à la maison, on rigole. C'est des gens avec qui vous rigolez chaque minute. Et ça fait du bien. Mais pour nous qui voulons vivre très longtemps... Longtemps, oui. C'est un bon moyen de... Mais quand on est artiste, comédien congolais, comment on fait pour intégrer les cercles sous les Kaouka? Non, bon, après, il y a d'autres qui ont ramené d'autres, et puis il y a d'autres que j'aimais moi aussi, que j'ai demandé, tellement... Par exemple, Pierrot, je le suivais trop. J'avais demandé à vue de loin de l'amener. Tu vois, c'est comme ça. Jérémy, il me dédicaçait déjà. J'avais demandé de le voir parce que je rigole trop sur ses vidéos. Aïda, la même chose. Aïda, je l'ai connu à la campagne. Avant même, je crois. Non, avant la campagne. Aïda, je l'ai connu il y a 3 ans, 4 ans. Donc, c'est ça. Et je continue à les connaître. Hein. Je viens de connaître un autre que je ne connaissais pas. Parce que, bon, il y a d'autres qui passent à la télé. Et moi, la télé aujourd'hui, il y a des ceux qui ne... Moi, sur Internet, ceux que je vois et qui me plaisent, et puis voilà. Mais quel est ton artiste comédien préféré? Ah non, il y en a trop. J'adore. Vu de loin, c'est mon gars. J'aime bien Jérémy. Local, ici, ceux qui évoluent ici au Congo, oui, il y en a plein. Il y en a plein. Ok. Mais hormis Fally Ipupa, tu entretiens quelle qualité, quelle relation avec d'autres artistes et musiciens? Hormis Fally Ipupa, les autres artistes avec qui j'entretiens des relations, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y a 4, 5. Seulement? Oui, mais bon, vous devez vous connaître d'abord. Fally, c'est un artiste. Il connaît peut-être plusieurs. Mais moi, je crois, oui, 4-5. Avec qui je peux rencontrer. Ceux que je peux rencontrer aujourd'hui, on se met à discuter. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que, bon, voilà, c'est comme ça. J'ai connu certains grâce à Fally. Mais les 4, qui sont-ils? C'est bon, mais j'en connais. C'est des vieux avec qui je parle bien. Et il y en a aussi des jeunes. Et voilà. Mais, Soulé, quand on est proche de Fally, est-ce que la loyauté, c'est aussi de ne pas parler à tous les artistes? Non, pas du tout. Mais Fally lui-même a des bons rapports avec beaucoup d'artistes. Mais si Fally n'a pas un bon rapport avec l'artiste X, est-ce que toi, en tant que proche, tu peux avoir des bons rapports avec lui, sincèrement? Personnellement, Fally, c'est une famille pour moi. Ça veut dire ce qui touche à sa personne et ce qui touche à sa carrière, bien sûr, me touche aussi. Moi, je suis clair. Aujourd'hui, je vois certaines personnes qui disent que, bon, en étant en politique, vous ne pouvez pas être, entre-temps, avoir un penchant, vous devez être pour tout le monde. Oui, mais dans ce cas, aussi, en étant en politique, vous ne devez pas avoir une équipe de football que vous allez supporter. En étant en politique, vous ne devez pas avoir une religion, même. Oui, tu vois ça comme ça. C'est comme ça que je vois ça. Pourquoi, aujourd'hui, je peux supporter Vita Club, Mazembe, Dering, je peux supporter le Real, le PSG et tout. Je peux être protestant, catholique, musulman, mais je ne peux pas être proche d'un artiste ou bien supporter un artiste. C'est injuste. Je trouve que c'est injuste, mais bien sûr. C'est génial. Parce que même ceux-là aujourd'hui qui sont, je sais pas, au plus haut niveau, si on peut le dire, mais ils peuvent peut-être pas manifester quelque chose, mais intérieurement, ils savent que moi, j'aime bien cet artiste, j'aime bien cette star. C'est comme ça. Non, moi, je suis clair sur ça. Et ça changera peut-être pas. Hein. Ah ouais? Oui, c'est pas un problème. Donc aujourd'hui, si Soulé Kaouka devenait président de la République, il serait un président warrior qui va s'assumer. Non, un chef d'État, c'est différent. Mais enfin, un ministre. Non, ministre, non. Je suis ministre, mais oui, je suis pour tout le monde, bien sûr. Ce n'est pas parce que je verrai telle personne qui est proche ou qui supporte tel artiste et que je n'adhérerai pas à sa cause. Non, pas du tout. Mais je suis humain. J'ai des temps. Même aux États-Unis, il y a des artistes qui ont supporté officiellement des chefs d'État. Il y a des chaînes de télé, CNN, Fox, étaient clairs dans leur choix. Alors pourquoi aujourd'hui, nous, parce que tu es ministre, c'est sinon. Un chef d'État, c'est autre chose.